Bonsoir à tous, bienvenue. Vous le voyez sur ces images, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est de retour en Côte d'Ivoire. 10 ans après, c'est acquitté qu'il rentre dans son pays, un retour populaire sous le signe de la réconciliation. Le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire renouvelle ses instances. L'élection du nouveau président du CNJCI est prévue les 29 et 31 juillet prochains. Un comité d'organisation pour la convention a été installé ce matin. On l'attendait tous, ce premier discours de l'ex-chef d'État ivoirien. Il s'est exprimé dans son ancien QG de campagne. Je vous propose sans plus tarder d'écouter les premiers mots de l'ancien président. C'est une foule en liesse qui s'est réunie ce jour pour se réjouir de l'arrivée de l'ex-président Laurent Gbagbo. Après 10 ans hors de sa terre natale et pour la plupart du temps passé dans les cellules de la Cour pénale internationale, il rentre acquitté des faits allégués de crimes contre l'humanité. Un moment de joie pour ses partisans. Vraiment, je suis dans la joie pour le président Koudou Laurent Gbagbo, qui aurait cru que cet homme-là allait revenir dans la victoire. Nous sommes là, sur la pluie, sur le soleil, nous l'attendons. Aujourd'hui, c'est la joie. On ne le met pas hors. Hein. Nous, on ne met pas Alassane hors. On dit que c'est lui. Même Gbagbo met son président à Alassane. Gbagbo met son président à Alassane. Il est venu, on doit être ensemble. L'ancien président Laurent Gbagbo avait été arrêté lors de la crise post-électorale de 2011 qui a fait plus de 3000 morts. Ce retour, selon ses partisans, devrait donner un coup d'accélérateur à la réconciliation nationale. L'avion qui le transportait a atterri sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny aux environs de 16h10. Il a ensuite été accompagné par une foule en liesse à son quartier général à Toban. C'était donc l'ambiance dans les QG, l'ambiance dans les QG de Laurent Gbagbo. Et vous aurez dans quelques instants la déclaration du président Laurent Gbagbo. Après 10 ans d'absence et 3 mois après son acquittement par la Cour pénale internationale, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est donc de retour en Côte d'Ivoire. Il est arrivé aux alentours de 16h15 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ses partisans et proches étaient nombreux pour lui offrir un accueil populaire. Regardez le reportage de Timé Danger et Harouna Zeba. Laurent Gbagbo, opposant historique, accède au pouvoir d'État en 2000 après une première tentative soldée par un échec en 1990 face à Félix Houphouët-Boigny et un boycott actif en 1995 face à Henri Konan Bédier. Mais l'élection de 2000 qui l'a opposé à Guéhi Robert à la tête d'une junte militaire est émaillée d'une rare violence. On parle même de charniers découverts à Yopougon à l'issue des troubles. Laurent Gbagbo prend donc le pouvoir dans un contexte où le tissu social est fragilisé et une classe politique plus que jamais divisée. Premier axe fort de sa gouvernance, le Forum de la réconciliation pour panser les plaies et donner une meilleure légitimité à un mandat présidentiel contesté par une partie de l'opinion nationale. Tous les leaders d'opinion, mais aussi des partis politiques se succèdent au pupitre pour dire leur part de vérité. Les orateurs qui se sont succédés à ce forum se sont affrontés parce que, avant de me nommer au poste de directeur général adjoint au Fonds monétaire international, M. Michel Kansi, qui en était le directeur général à cette période, a pris soin de consulter le chef de l'État ivoirien. Pourtant, notre refus s'expliquait par les grandes douleurs ressenties dans chacun de nos foyers lors des tristes événements de la cité. Mais il faut que les Ivoiriens aient le courage et l'honnêteté d'assumer ce que le peuple de Côte d'Ivoire a voté. Un véritable exutoire des récriminations, si ce forum de la réconciliation nationale a été un succès pour avoir réussi à mobiliser l'ensemble des forces vives de la nation, ses conclusions et résolutions ont été repoussées au calendre grec, au grand désarroi de l'opposition. Après 2 ans et demi d'exercice du pouvoir, le régime est frappé le 19 septembre 2002 par un coup d'État qui s'est vite mué en rébellion armée. Basée à Bouaké, dans le centre-nord du pays, la rébellion occupe alors 60% du territoire national. C'est l'enlisement. Les affrontements sans succès entre militaires rebelles et loyalistes ont fait place à d'interminables négociations et accords politiques. Lomé I et II, Pretoria I et II, Marcoussis
et Ouagadougou. Les partis s'entendent enfin sur l'organisation d'une élection présidentielle devant mettre définitivement fin à la crise militaro-politique en Côte d'Ivoire. Le scrutin présidentiel de 2010 voit pour la première fois la participation de tous les acteurs politiques du pays, mais il est plus violent que tous les précédents, puisqu'il enregistre 3000 morts au terme d'une crise post-électorale. La crise prend fin après l'arrestation de Laurent Gbagbo, qui conteste la victoire de son rival Alassane Ouattara et refuse de lui céder le pouvoir. C'était donc le retour sur la gouvernance de l'ancien président ivoirien qui a dirigé la Côte d'Ivoire de 2010 à 2011. Professeur de profession, Laurent Gbagbo est rentré dans l'histoire de la Côte d'Ivoire en tant qu'homme politique et surtout opposant du premier président de la nation, Félix Houphouët-Boigny, fondateur du parti de gauche, le Front populaire ivoirien. Il accède à la magistrature suprême du pays après avoir battu l'ancien chef de la transition politique, Robert Guéhi. Le reportage sur la vie de l'homme politique, signé Salif Elekwe et Fulgence Kissédou. Né le 31 mai 1945 à Gagnois dans le centre-ouest ivoirien, Laurent Gbagbo obtient son baccalauréat de philosophie au lycée classique d'Abidjan en 1965, puis une licence d'histoire à l'université d'Abidjan en 1969. Il devient en 1970 professeur d'histoire au lycée classique Abidjan-Cocody. Chercheur à l'Institut d'histoire, d'art et d'archéologie africaine, à partir de 1974, Laurent Gbagbo est également titulaire d'une maîtrise d'histoire de la Sorbonne. Il soutient en juin 1979 une thèse de doctorat en histoire intitulée « Les ressorts socio-économiques de la politique ivoirienne 1940-1960 ». Membre du Syndicat national de la recherche et de l'enseignement supérieur, il participe au mouvement de grève de l'enseignement en 1982 et fonde dans la clandestinité le futur Front populaire ivoirien. Il part en exil pour la France en 1985, afin selon lui de lutter contre la dictature du PDCI, alors parti unique, et promouvoir le multipartisme. En France, il se liera d'amitié avec Guy Laberty, membre du PSU, même si ses rapports avec le Parti socialiste au pouvoir en France sont difficiles du fait de son opposition à Houphouët-Boigny. Fondateur du parti de gauche Front populaire ivoirien, il a été durant de longues années un opposant historique à Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire moderne. Les deux hommes étaient opposés lors de la présidentielle d'octobre 1990. Laurent Gbagbo s'en sort avec 24,61% des suffrages exprimés. Dans l'opposition, Laurent Gbagbo va se rapprocher d'Alassane Ouattara, alors président du RDR. Ensemble, ils mettent en place une plateforme appelée Front républicain. Le chef de file du FPI décide alors de boycotter le scrutin présidentiel en 1995 en soutien à Alassane Ouattara, qui deviendra plus tard son rival. C'est en 2000 que l'opposant historique accède à la magistrature suprême du pays au terme d'une présidentielle émaillée de troubles qui l'oppose à l'ancien chef de l'État de la transition militaire, Robert Guéhi. Quelques mois après son accession à la présidence, il doit faire face à une rébellion armée, portée par l'un de ses poulains, l'ex-secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. En 2010, Laurent Gbagbo perd le pouvoir face à Alassane Ouattara suite au second tour d'une présidentielle qui se termine par une grave crise post-électorale qui fera officiellement 3000 morts. Arrêté en novembre 2011, il sera par la suite extradé à la Cour pénale internationale pour être poursuivi, accusé en tant que coauteur indirect pour 4 chefs de crimes contre l'humanité à raison de meurtres, viols et autres violences sexuelles, d'actes de persécution et d'autres actes inhumains. Après des années de procès, acquitté, le leader de la gauche foule sa terre natale ce jeudi. Dans le reste de l'actualité, le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire renouvelle ses instances. L'élection du nouveau président du CNJCI est prévue les 29 et 31 juillet prochains. Un comité d'organisation pour la convention a été installé ce matin au cabinet du ministre de tutelle Mamadou Touré. Reportage. Le mandat d'Emmanuel Edima Nguesson à la tête du Conseil national de la jeunesse est arrivé à son terme. Son successeur sera connu à l'issue de la convention nationale du CNJCI les 29 et 31 juillet prochains. Le comité d'organisation composé de 14 membres est installé avec une feuille de route
par le ministre en charge de la promotion de la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons procédé à l'installation officielle du comité d'organisation pour la convention donc, du CNJC et nous avons annoncé donc, le calendrier qui va voir l'élection des délégués dans toutes nos régions à partir du 3 juillet. Bien évidemment, un tel processus entraîne beaucoup d'engouement et j'ai souhaité que les équipes qui ont été mises en place travaillent donc avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de sérieux et qu'on ait un processus électoral qui soit totalement transparent et inclusif et qu'à l'issue de ce processus, le président national des jeunes qui sera élu ait la légitimité donc, nécessaire pour gérer les intérêts donc, de l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire. Le renouvellement des instances dans les départements débutera à partir du 3 juillet jusqu'au 24 juillet, selon le calendrier présenté par Constant Kofi, directeur de la vie associative et du renforcement de capacité des jeunes. Ce processus verra l'élection de 125 délégués au plan national. En 2020, 1316 personnes sont décédées après avoir contracté le paludisme, une maladie qui continue de faire des ravages en Côte d'Ivoire. Et pourtant, il est possible de l'éviter en suivant les mesures de prévention, notamment l'usage de la moustiquaire imprégnée. 18 millions de cette tuile a été offerte aux populations au cours d'une campagne initiée par le ministère de la Santé. Nadjaïja Kimouarik. Pour la 4e campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée, ce sont 18 475 878 moustiquaires qui ont été offertes à la population afin de la protéger contre le paludisme. Une action qui a tout son sens. En effet, malgré la baisse du nombre de décès estimé à 1316 en 2020 contre 3222 en 2017, la volonté du pays d'éliminer cette maladie vectorielle d'ici à 2025 est loin d'être atteinte. En outre, à ce jour, cette endémie constitue la première cause de morbidité en Côte d'Ivoire, avec 33% des consultations hospitalières. 19 millions de moustiquaires distribués à 97% pour moi, c'est des chiffres très élevés qui doivent permettre donc de réduire de façon substantielle la transmission de la maladie par les moustiques. Nous avons réussi donc la première tranche de cette campagne, de cette opération, sont donc celle de distribuer les moustiquaires. La deuxième tranche va consister donc à s'assurer qu'effectivement ces moustiquaires sont bien utilisés. Et notre rôle sera donc d'accentuer la sensibilisation, d'être au contact, dans la proximité avec nos populations pour donc les éduquer donc à l'utilisation de ces moustiquaires qui vont donc contribuer à protéger nos populations et éviter la maladie. Les moustiquaires imprégnés ont une durée d'efficacité de 3 ans. La première campagne a démarré en 2017. Pour l'opération 2021, ce sont environ 20 milliards de francs CFA qui ont été déboursés par l'État de Côte d'Ivoire avec ses partenaires, que sont le Fonds mondial, le Fonds présidentiel de lutte contre le paludisme, l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations unies pour l'enfance. En cette saison pluvieuse, une action de sensibilisation conjointe entre le ministère de la Santé et celui de l'assainissement sera menée pour l'élimination des points d'eau susceptibles d'abriter les moustiques. L'Office national de l'eau potable a reçu cet après-midi 20 camions-citernes, un don du ministre de l'Hydraulique qui entend faciliter l'accès à l'eau potable aux populations. La cérémonie de remise des clés s'est déroulée au siège de l'ONEP. C'est en présence de Brice Niawa et Tanguy Conan. C'est au total 20 camions-citernes de 10 roues avec une capacité de 20 000 litres chacun que l'ONEP a reçu des mains du ministre de l'Hydraulique. Une acquisition qui permettra de pallier les difficultés d'accès d'eau potable dans les quartiers affectés par la pénurie d'eau. Lors de nos passages dans les différents quartiers, nous avons promis non seulement d'accélérer les travaux dans le domaine de la production, mais aussi dans le domaine de la canalisation. Mais en attendant que ces travaux puissent prendre fin, nous avons choisi de pouvoir disposer des camions-citernes pour donner de l'eau potable aux populations. Ces engins seront les moyens les plus rapides et les plus adaptés pour le dépannage en cas d'urgence provoqué par des incidents sur les installations pouvant entraîner des manques d'eau potable tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays.
Le directeur général de l'ONEP a quant à lui salué cet important équipement qui va accroître la capacité opérationnelle de ces hommes. Ça va nous aider parce que ces camions peuvent intervenir en cas de casse. On peut être dans une situation normale de distribution d'eau potable, mais dès lors qu'on a une avarie sur les réseaux, et si jamais cette avarie doit durer quelques heures, on peut soulager les populations avant que les réparations ne se fassent. Le ministre de l'Hydraulique s'est réjoui de l'appui du gouvernement dans le ravitaillement en eau potable des populations. Il a instruit les responsables et agents de l'ONEP à faire un bon usage de ces camions citernes. Après plusieurs semaines à s'affronter lors des phases éliminatoires, les meilleures équipes de l'art martial vaucotruyenne se sont rencontrées pour la phase finale. Elle a consacré l'équipe Kalao, vainqueur de la finale du championnat national 2021 de Vaucotruyenne. Nadjaïja Kimoarik. C'est galvanisé et motivé par l'envie de victoire que ces pratiquants de l'art martial vietnamien Vaucotruyenne se sont engagés dans la finale du championnat national senior 2021, une compétition qui a réuni la crème montante de ce sport. Ils se sont affrontés à coups de poing et de pied au fil des différents rounds. La marraine s'est réjouie de l'énergie positive dégagée par ces poulains. Les arts martiaux sont un sport de défense. Mais au-delà, je pense que c'est un sport qui fortifie l'esprit et l'âme et qui concourt au développement de la compétition et du travail. Grand vainqueur de cette finale, l'équipe Kalao. Elle a raflé en plus de la coupe plusieurs médailles. Une fierté pour le groupe qui se rapproche ainsi du championnat du monde qui se tiendra en octobre prochain en Algérie. Nous avons beaucoup travaillé pendant de longs mois. En joie, nous travaillons et Dieu merci, nous avons gagné. Cette compétition compte pour la sélection en équipe nationale pour le championnat du monde qui se tiendra en Algérie en novembre. Pour le parrain, il faut encourager ces jeunes afin de développer ce sport en Côte d'Ivoire. Il s'est engagé à accompagner la fédération à cet effet. Nous avons vu des combattants qui en voulaient et je crois que nous allons, comme je l'ai dit tout à l'heure, les coacher pour que l'année prochaine, nous puissions voir ça au niveau de la fédération de taekwondo, puisque nous avons l'autorisation de recevoir toutes les fédérations des arts martiaux. Nous avons de bons poulains qui peuvent monter et nous devons les encadrer afin qu'ils aillent chercher plusieurs coupes encore à l'extérieur. Notons qu'une dizaine d'équipes étaient engagées lors de cette compétition. La finale des juniors s'est tenue quelques semaines plus tôt. Le Vaucotruyenne est pratiqué en Côte d'Ivoire depuis plus d'une vingtaine d'années. Je vous le disais donc, on l'attendait tous, ce premier discours de l'ex-chef d'État ivoirien. Il s'est exprimé dans son ancien QG de campagne. Je vous propose, sans plus tarder, d'écouter quelques mots de l'ancien président. C'est le plus grand nombre de unités que nous avons. Merci les camarades. Je vous félicite. Je vous remercie. Et puis on va écouter quelques réactions de personnalités politiques qui ont fait le déplacement à l'aéroport. Ils étaient au micro de Tim Danger et Aruna Zepa. Sentiment de joie. Et merci au Seigneur. Et je suis convaincue que la venue du président Gbagbo va être un gros pour la réconciliation. C'est vraiment pour cet espoir-là que je suis là, pour le voir. Et puis me dire que dans les jours à venir, la paix va s'installer avec les discours qu'il va nous donner. C'est ce qu'on attend. Comment les fils du pays doivent se réconcilier, nous sommes prêts. C'est notre cheval de bataille. On participera comme tous ceux qui ont envie que cette paix la soit.
avec ce retour, je voudrais demander au peuple de Côte d'Ivoire de se renforcer dans la reconstruction de notre cohésion sociale. Laurent Gbagbo ne vient pas pour se venger. Et je voudrais surtout dire, Laurent Gbagbo libéré, qui met les deux pieds dans son pays, le pouvoir lui-même retrouve sa liberté. C'est ce que je voulais dire. Parce qu'il est en prison, nous tous on est en prison quand Laurent Gbagbo est en prison. Le ministre de la Réconciliation nationale, c'est le président Gbagbo qui m'a nommé. Et c'est sur son instruction que j'ai travaillé à l'époque. J'ai fait ce que j'ai pu. En tout cas, le gouvernement de Gbagbo a fait ce qu'il a pu à l'époque. Aujourd'hui, Gbagbo qui a été déporté ou exilé ou emprisonné à l'extérieur pendant des années, nous revient après 10 ans. Moi, mon sentiment est que ce monsieur-là, quand il va revenir, il va œuvrer à ce que les Ivoiriens se retrouvent. Il va contribuer à ce que les Ivoiriens se retrouvent. Nous pouvons avoir des divergences, nous pouvons avoir des contradictions instrumentales par moment. Mais c'est quand les hommes se retrouvent qu'on trouve des solutions à leurs différends. C'est comme ça que nous avons été éduqués, c'est comme ça que j'ai conduit ma mission au niveau du gouvernement, c'est comme ça, ce sont ces instructions que j'ai eues du président Laurent Gbagbo. Donc j'ai espoir que sa présence à Côte d'Ivoire va permettre tout cela, va contribuer à tout cela pour que les Ivoiriens se retrouvent. Il manquait un maillon essentiel à la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'était le président Laurent Gbagbo. Pendant 10 ans, on a dit qu'il ne pouvait pas avoir de réconciliation véritable sans son retour. Donc pour moi, le voir revenir en Côte d'Ivoire, c'est le démarrage véritable de la réconciliation. Pour que les enfants de la Côte d'Ivoire se mettent main dans la main pour pouvoir penser au projet de développement de la Côte d'Ivoire. Donc ce que je voudrais célébrer aujourd'hui, ce n'est pas la victoire d'un camp sur un autre. C'est la victoire d'une Côte d'Ivoire unie, d'une Côte d'Ivoire réconciliée. Et il était nécessaire que le président Laurent Gbagbo vienne pour ça. C'est un grand jour, pas pour le Front populaire ivoirien seulement, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, le président Bédié, le président Laurent Gbagbo, toute la classe politique ivoirienne va avoir là une opportunité historique d'enfin dialoguer physiquement, vous voyez, à l'africaine, sous la Bapalab ivoirien, pour pouvoir offrir aux générations à venir des sillons nouveaux, pour pouvoir tracer une paix durable et entamer enfin un vrai processus de réconciliation. J'ai gardé la foi pendant 10 ans et puis aujourd'hui je pense que nous avons là la preuve qu'il ne faut jamais baisser les bras. Nous avons la preuve que la justice, même internationale, se réalise. Nous avons la preuve que quand quelque chose est juste, ça arrive jusqu'au bout. Notre leader, notre chef, nous avons toujours dit qu'il était innocent. Là, on en a eu la preuve. Il rentre au pays, la tête haute, et nous sommes fiers de l'accueillir. Toute la Côte d'Ivoire était impatiente de le revoir. La Côte d'Ivoire était, je dirais, bouleversée par son absence. Et je crois que son retour triomphal, parce qu'il vient totalement acquitté, ce retour-là constitue pour le pays une grosse opportunité, une réconciliation nationale inclusive, franche et sincère. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.